Alors, mon colonel, volontaire pour l'Indochine, vous partez pour un premier séjour en 1946. Exact. Comment s'est passé ce premier séjour qui était en Cochinchine, principalement? Voilà. Effectivement, nous sommes arrivés en Cochinchine, à Saigon, début 46. Et là-bas, j'ai retrouvé la demi-brigade Para, qui n'était pas encore colo, commandée par Paris de Bollardière, lequel est un ancien SAS. Nous étions une quinzaine d'anciens SAS dans tous les grades. Et les missions étaient à l'époque assez faciles. D'abord, Bollardière a décidé de refaire des escadrons sur Jeep armés, avec quelques améliorations, des plaques blindées. Et devant le tireur comme devant le conducteur, une plaque avec en ovale un verre très épais qui venait de l'aviation. J'avais le commandement d'un peloton de 3 jeeps. Et nos missions étaient, pour moi, en ce qui me concerne, au sud de Saigon jusqu'à la pointe de Kamao. Ouverture de route, très curieux, parce que lorsqu'on trouvait la route coupée, oui, avec des profondeurs suffisantes pour bloquer des véhicules, pas des blindés, mais des véhicules à roues, ne pouvaient pas passer. J'arrêtais mon peloton et le premier village que je voyais, je faisais signe pour qu'ils viennent travailler. Et les gens arrivaient, femmes et hommes, avec des paniers pour porter la terre et le gravier. C'était probablement d'ailleurs ceux qui avaient fait coupé la veille les trous sur les ordres des Viettes. Ils rebouchaient, ils savaient où trouver le matériel, puisqu'ils savaient où ils l'avaient posé, et ils rebouchaient les trous. Pour ce qui est de la mission elle-même, c'était me porter au secours des postes attaqués par les Viettes. Mais jamais je n'ai pu voir les Viettes en question, parce que dès qu'ils voyaient arriver les jeeps armés, ils fichaient le camp. Ce qui fait qu'on entrait dans les postes, on les libérait sans avoir tiré un coup de feu. Deuxième mission, accompagner les convois vers le nord, ou vers le Cambodge. Même chose, les Viettes ne se montraient pas. Quand ils voyaient des paras avec leur jeep armé, on ne voyait jamais personne. Côté intéressant, à un moment donné, le colonel me demande d'aller commander l'école de brousse. L'école de brousse consistait à recevoir les stagiaires par roulement et par section et leur apprendre à survivre dans la brousse. Je n'y connaissais pas grand-chose, mais je savais quand même que les pousses de bambou, ça se mangeait, que le liseré d'eau était une source de nourriture, et puis le gibier, bien entendu. Alors j'entraînais les gens on partait sans nourriture, on allait dans la brousse, et il fallait qu'ils se débrouillent. Généralement, ça leur plaisait énormément. En plus, je leur ai fait connaître les montagnards, qu'on appelait aussi là-bas les moïs, ce qui est un peu une injure pour ces gens-là, car c'était tout simplement des montagnards, mais qui n'avaient rien à voir avec les Vietnamiens. Voilà à peu près ce que j'ai fait au cours de ce premier séjour. Et dans quelle unité étiez-vous exactement alors? C'était toujours la demi-brigade. Demi-brigade. Para, pas encore colo. Ouais. Et était commandé par qui?
Paris de Bollardière. C'est lui qui commandait. C'est lui qui commandait. Alors j'avais pour mission secondaire, selon les lieux où je me trouvais, de m'occuper des véhicules, parce que j'avais quand même une grande expérience des jeeps depuis la guerre, et ces salopards de japonais dont on utilisait l'essence étaient généralement remplis soit d'urine parce qu'ils pissaient dans les jerrycans ou dans les tonneaux, soit tout simplement de l'eau. Alors il a fallu que j'achète de la peau de chamois pour permettre, pendant qu'il versait l'essence, dès qu'il voyait une perle se former au fond de la peau de chamois, il fallait arrêter. Et généralement, il fallait, lorsque les moteurs ne voulaient pas démarrer, démonter le carburateur, non pas le carburateur, mais le filtre à essence, le vider, le nettoyer, mettre de l'essence, mettre la pompe en route pour remettre la pression, et ça marchait. Est-ce que vous avez eu l'occasion de sauter pendant ce séjour? Oui, bien sûr. Il y avait les sauts d'entraînement et il y a eu quelques sauts opérationnels, oui. D'accord. Et à cette époque, le colonel Chateau-Jaubert n'était pas là encore? Si, il était, si, à un moment donné, il y était. À l'Est. Et comme je le connaissais bien, Conan, puisque c'était l'ancien SAS lui aussi, détail très amusant, un jour je le rencontre sur la route, c'était pour aller sauter justement. Et j'avais amené ma femme au premier séjour, elle m'a rejoint là-bas. Deuxième séjour, il n'en avait plus question. C'était à l'époque du modus vivendi. Et il a fait le baisement à ma femme, a glissé au bord de la route et est tombé les fesses les premières dans le fossé, mouillé jusqu'au nombril. Ce qui ne l'a pas empêché de sortir très dignement et de continuer à discuter comme si de rien n'était. Alors, mon colonel, fin 48, fin du premier séjour, oui. Vous rentrez en France, vous êtes affecté à la Bêta, école des troupes aéroportées. Voilà. Et en 53, vous repartez en Indochine pour un second séjour. Oui. Second séjour que vous allez effectuer au sein du groupement mobile 100. Voilà. C'est ça. Exact. Hein, dans les hauts plateaux. Exact. Alors, comment s'est passé ce second séjour? Eh bien, d'abord, j'étais désigné pour la Corée. Je suis donc allé au nord-ouest plutôt de Paris, à Saint-Germain-les-Prés, où il y a une caserne, où j'ai recruté une quarantaine de volontaires pour la Corée. Nous embarquons et nous arrivons à Saigon parce que, en cours de route, l'armistice a été signé entre les Chinois et les Américains, séparant la Corée en deux. Donc, je me retrouve pour un deuxième séjour en Indochine. À Saigon, j'ai demandé une unité para, mais il n'y avait plus de place. Alors, on m'a proposé d'aller au GM100, donc je n'y rien tout. J'arrive au GM100, je les ai rejoints par convoi au nord de la Cochinchine, à Plécou. Au GM100, le commandant du bataillon, d'un des deux bataillons de Corée que j'avais rencontré à Paris, m'a dit, comme promis, vous allez prendre la 3e compagnie. J'arrive auprès du capitaine commandant de la 3e compagnie, lieutenant, un camarade de promo. Il me dit, mais on vient de me donner la compagnie sur le front des troupes. Et alors, là, il y a un défaut quelque part. Je retourne voir le chef de bataillon, qui était un Alsacien, qui me dit, ah, Müller, dans l'armée, on ne fait pas de sentiments. J'ai dit, moi, si. Alors, je demande le rapport du colonel commandant le GM100. C'est ce que j'ai fait.
le colonel, qu'il fallait voir le matin avant 11 h, parce qu'à partir de 11 h, il avait quelques difficultés d'élocution. La raison était, il était célibataire, nous l'appelions le canapé, parce que, comme il disait, quand je reçois des dames, ça marche ou ça ne marche pas, et je ne me fâche jamais. Homme formidable, très intelligent, un cavalier. Alors il me dit, bah, ça tombe bien, au 43e RIC, il manque un commandant de compagnie. Est-ce que vous la voulez? Bien sûr. J'ignorais ce qu'était le 43e RIC. J'arrive à la compagnie, mon prédécesseur qui était un capitaine m'a dit, ça c'est un commandement très spécial, ce sont des Khmers Krom, c'est des Khmers d'Indochine, pas des Khmers du Cambodge. Et ils n'ont qu'un seul dieu, c'est le drapeau français, et un seul maître, c'est le commandant de compagnie. Le colonel, c'est un être lointain qu'on voit de temps en temps, mais le commandant de compagnie, c'est celui qui vous mène tous les jours au combat, au repos. Et ces garçons-là étaient formidables. J'en garde un souvenir ému. J'arrive donc à ma compagnie. J'avais pour adjoint un lieutenant de la coloniale, qui lui avait l'habitude, ayant été affecté à cette compagnie avant moi, il connaissait non seulement la compagnie, mais il connaissait les mœurs des Khmers Krom. Il y avait aussi quelques Indochinois, et puis un encadrement européen. La première chose qui m'avait paru bizarre, c'est qu'en opération, le soir, alors à midi on n'avait pas le temps de manger, on mangeait le soir,